Édition spéciale dans ce journal, un document tourné en 1942 à Amsterdam sous l'occupation nazie, la vie d'un groupe de juifs réfugiés dans un cabaret avant d'être déportés. Un film qui ressemble au journal d'Anne Frank. Dans notre édition spéciale, le témoignage également du couple qui aida la famille d'Anne Frank à se cacher. Des centaines de milliers de manifestants en Europe contre le risque nucléaire, un an après l'annonce de la catastrophe de la centrale de Tchernobyl en URSS. Jean-Marie Le Pen est officiellement candidat à la présidence de la République. Il a la profonde conviction que la patrie est en grand danger. Sport, stade de deuxième avec Gérard Rolls et la qualification du Racing pour la finale du championnat de France de rugby. Aujourd'hui, dimanche 26 avril 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, avant cette édition spéciale qui coïncide avec la journée nationale du souvenir, voyons l'actualité de ce dimanche. Et en toute immodestie, permettez-moi, une bonne nouvelle pour Antenne 2. Michel Drucker a décidé de continuer à apporter l'exclusivité de sa collaboration à Antenne 2. Champs-Élysées se poursuivra avec des moyens accrus et la direction d'Antenne 2 se réjouit de la poursuite de cette collaboration. Un sondage publié demain par Télépoche confirme également que Michel Drucker et Champs-Élysées sont les plus appréciés des téléspectateurs français. Bonne semaine donc pour Antenne 2 avec la poursuite des collaborations de Bernard Pivot et de Michel Drucker. Dans toute l'Europe et même dans certains pays de l'Est comme la Tchécoslovaquie, les écologistes et les antinucléaires ont manifesté pour commémorer la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Philippe Dumez. 3000 manifestants au moins à Thionville, simulant une mort collective à la suite d'une catastrophe nucléaire. C'était cet après-midi où les antinucléaires étaient venus dire non à la centrale toute proche de Cattenom. Sur les pancartes, non à Tchernobyl, pour rappeler qu'il y a un an s'est produit le plus grave accident nucléaire civil qui a fait 30 morts et des centaines de blessés. Une manifestation calme et bon enfant où de nombreux Allemands, Luxembourgeois et Belges étaient aussi présents. Encore un symbole, un lâcher de ballon, comme pour simuler une importante fuite radioactive dans l'atmosphère. Pourquoi s'en prendre à Cattenom? Parce que cette centrale est située sur la Moselle, non loin de la Belgique, de l'Allemagne et surtout du Luxembourg. 90% de ce pays, habitants, hôpitaux, industries, se trouvent en effet à moins de 40 km de ce danger potentiel. Cette centrale, avec ses 4 réacteurs de 1300 MW, sera en effet, quand tout fonctionnera, une des plus puissantes d'Europe. Mais sa conception n'a rien à voir avec celle de Tchernobyl. En fait, on a manifesté un peu partout, comme ici en Italie du Nord, près d'une centrale nucléaire également. Une chaîne humaine de 28 km de long où les écologistes, très sensibilisés par la catastrophe de Tchernobyl, veulent espérer un avenir sans nucléaire. Un groupe de recherche américain, Public Citizen, affirme que 3000 incidents au cours de l'année dernière ont été recensés dans 14 centrales nucléaires des États-Unis. Greenpeace publie un rapport et affirme qu'un accident semblable à celui de Tchernobyl est parfaitement possible en Grande-Bretagne. En France, la question est évidemment posée avec son auxiliaire sur les conséquences humaines. Dossier préparé par François Cornet. 1h23 et 46 secondes. Cette nuit-là, le réacteur de la tranche 4 de la centrale ukrainienne de Tchernobyl vient d'exploser à la suite d'un essai mal préparé, entraînant la rupture de toutes les tuyauteries de sortie de vapeur. Sous l'effet de la pression, la lourde dalle de béton située au-dessus du bâtiment réacteur s'est soulevée, libérant des fragments de combustible et des blocs de graphite qui, durant une dizaine de jours, vont former un nuage radioactif qui ne connaîtra pas de frontières. La France, elle, relativement épargnée par les retombées, ne subira pas plus d'effets selon les experts que par la radioactivité naturelle. Mais l'information du public français, mal conduite, trop technique et insuffisante, va déclencher une série de questions qui, un an après, se posent encore. Cet accident, le plus grave de l'ère nucléaire, entraînera-t-il une augmentation du nombre des cancers? Oui, en Union soviétique, répondent les spécialistes, non ou peu probable ailleurs. Tous les autres pays, dans toutes les autres régions d'Europe, l'excès de cancer n'est qu'hypothétique, on ne le verra certainement pas. Il est même très probable qu'en France, il n'y aura aucun cancer dû aux retombées de Tchernobyl. La raison en est très simple, c'est que lorsque l'on compare
des populations humaines recevant des doses d'irradiation naturelle très différentes, on est incapable d'observer des effets de cancer chez les plus irradiés. Or, Tchernobyl, c'est quelques jours d'irradiation naturelle en plus, donc une dose tellement faible qu'en France, les effets à long terme seront quasiment nuls, véritablement nuls. Reste maintenant devant ces images une autre question. Un accident type Tchernobyl peut-il se produire en France où la sécurité des réacteurs grâce à leur enceinte de protection et de confinement est mieux assurée? Le gravissime accident qui pourrait se produire et que nous n'avons jamais nié qu'il puisse se produire est une fusion du cœur de type TMI, voire plus importante, mais pour lesquelles les dispositions sont telles que la menace vers le public est vraiment extrêmement minimisée et en tout cas n'a aucune commune mesure avec ce qu'étaient les caractéristiques de Tchernobyl. Tchernobyl, 1 an aujourd'hui et une certitude. Cet accident marquera longtemps l'histoire du nucléaire civil. À la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la République. Grave décision, selon M. Le Pen, qui a la profonde conviction que la patrie est en grand danger. Reportage Henri Elie, Marcel Martin. Devant la maison natale de Jean-Marie Le Pen, des partisans, des amis, enfin des électeurs du Morbihan, mais également d'autres départements, se sont rassemblés sous quelques drapeaux et bannières tricolores, patientant avant l'arrivée et l'annonce officielle du président du Front National. Aucune surprise n'est en fait véritablement attendue, mais en revanche c'est une déclaration solennelle à laquelle on assiste. Un véritable coup d'envoi d'une très longue campagne électorale d'ores et déjà planifiée et organisée 1 an juste avant l'échéance du 24 avril 88. Françaises, Français, j'ai pris la grave décision d'être l'an prochain candidat à la présidence de la République. Homme de foi, je crois avec passion que le destin n'est pas inéluctable et qu'il y a pour la France un avenir d'espoir pour peu que chacune et chacun d'entre vous, Français, en fasse son affaire, car c'est son affaire. Aidons-nous, et j'en suis sûr, Dieu nous aidera. En attendant que son vœu soit exaucé, le président du Front National multiplie meetings et manifestations à travers la France, comme ici à la Trinité-sur-Mer, où il vient d'entamer un véritable marathon électoral dont il se veut l'arbitre. Et bien que cet acte politique paraisse aujourd'hui quelque peu prématuré, 1 an avant l'échéance présidentielle, Jean-Marie Le Pen ne craint pas, semble-t-il, de s'essouffler d'ici là. Réaction à cette candidature, une déclaration de matamor dérisoire, dit André Rossineau, le radical. Pour qui roule M. Le Pen, questionne Jacques Toubon du RPR, et Dominique Strauss-Kahn du Parti Socialiste constate la droite est extrêmement divisée vis-à-vis de la candidature Le Pen. Dans les autres déclarations politiques de ce dimanche, elles concernent les remous au sein de l'UDF. Il convient de noter celle de Philippe de Villiers, secrétaire d'État à la Culture, interrogé dans le magazine Le Point, à paraître demain. On peut être dans la bande à Léo et dans le banc de Raymond Barre. Philippe de Villiers soutiendra Raymond Barre avec détermination s'il est candidat à l'élection présidentielle. Et puis ce soir, au Club de la Presse sur Europe numéro 1, Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF, estimait que si le Parti républicain, dont il est membre lui-même, décidait de présenter à tout prix la candidature de son secrétaire général, François Léotard, à l'élection présidentielle, eh bien il ferait le choix de l'aventure et celui de la division. Le Premier ministre Jacques Chirac était aujourd'hui en Grande-Bretagne, dans la résidence de campagne de son homologue britannique, Mme Thatcher. Les entretiens ont porté essentiellement sur les questions de désarmement. À Londres, le commentaire de notre correspondant Alain Cancès. Cet après-midi au Chequers, la résidence de week-end des premiers ministres britanniques, Mme Thatcher et M. Jacques Chirac ont avant tout parlé des problèmes du désarmement nucléaire en Europe, et notamment des propositions soviétiques de suppression des armes nucléaires à moyenne portée, les FNI. Un projet qui intéresse les Américains, mais qui par bien des côtés inquiète les Européens, tout particulièrement la France et la Grande-Bretagne. Je ne veux pas préjuger de ce qui sera la décision finale, je dis simplement que l'on ne peut pas s'engager dans un processus qui consisterait à découper en tranches les négociations sur l'armement nucléaire jusqu'à l'armement, je dirais que nous appelons nous tactique, si vous voulez, c'est-à-dire à très courte portée, qui n'est pas encore concerné, ce qui serait une orientation qui pourrait conduire à une sorte de dénucléarisation
En tous les cas, s'agissant des armes américaines de l'Europe, ne laissant en Europe que les systèmes centraux français et britanniques, et ce qui, compte tenu par ailleurs de l'existence du système central soviétique et du profond déséquilibre qui existe entre les forces conventionnelles et chimiques du pacte de Varsovie par rapport aux forces occidentales, conduirait naturellement à une beaucoup plus grande vulnérabilité de l'Europe. Dans quelques semaines, les pays européens vont devoir faire connaître à leurs alliés américains leur position sur cette question des armes nucléaires à moyenne portée. D'ici là, Français et Britanniques, qui ont sur cette question des attitudes très similaires, vont essayer de convaincre les autres pays européens de parler d'une seule voix. Les 6 personnes interpellées par la DST dans le cadre de l'enquête sur les attentats de mars et septembre 86 à Paris ont été inculpées ce matin, mais ni les identités ni les chefs d'inculpation n'ont été rendus publics. Arrestation en Guadeloupe de plusieurs militants indépendantistes de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire caraïbe. Des explosifs et des armes ont été découverts dans un appartement à Pointe-à-Pitre. En Espagne, les cérémonies du 50e anniversaire du bombardement de Guernica n'ont pas été seulement l'occasion d'un recueillement, de manifestations de souvenirs, mais aussi d'affrontements. Un attentat a en effet été commis dans la nuit contre le siège du Parti socialiste, puis des militants nationalistes basques ont échangé des coups avec le service d'ordre du parti au pouvoir dans la région. L'actuel président du gouvernement basque a cependant lancé un appel à la paix et à la réconciliation. L'édition spéciale que la rédaction d'Antenne 2 vous propose ce soir coïncide avec une journée de souvenirs, la journée nationale de la déportation. Elle était célébrée ce matin aux Invalides, au Mont-Valérien, et puis ce soir à l'Arc de Triomphe de l'Étoile sur les Champs-Élysées à Paris. En souvenir de tous les déportés de la Deuxième Guerre mondiale. Le pape Jean-Paul II a prononcé également hier soir à la télévision ouest-allemande un sermon dans lequel il a longuement évoqué les camps de la mort nazis. Première partie de cette édition spéciale, un document. Un document tourné en 1942 à Amsterdam. Un caméraman juif amateur, Harry Schwab, a filmé la vie quotidienne de 14 juifs qui vécurent dans un petit appartement en dessous d'un cabaret intitulé L'Alcazar. Ce film muet vient d'être retrouvé. En voici un montage. Je dirais que c'est un peu l'équivalent en image du journal d'Anne Frank avec ses instants banals et puis ce que l'on imagine de beaucoup plus terrifiant. Amsterdam, été 42. L'occupation allemande dure déjà depuis plus de 2 ans. À première vue, la vie dans la capitale semble redevenue normale. Mais ces images sont trompeuses. Amsterdam est la première ville de l'Europe occupée où la déportation des Juifs a été soigneusement préparée. Il est clair qu'il existe 2 catégories de personnes à Amsterdam. Celles qui sont considérées comme des Aryens, des Blancs de pure race, et les autres, hommes, femmes et enfants, avec J pour Juifs sur leur papier d'identité et une étoile jaune sur leur manteau. Tous sont à la merci des nazis et leur sauvegarde ne tient qu'à une aide occasionnelle et au courage de quelques-uns. À droite de la place Rembrandt, le centre de vie nocturne d'Amsterdam, se trouve un music hall, l'Alcazar, très exactement au 5 de la place Torbeck. Le fait que 14 juifs parviennent à se cacher ici n'est pas exceptionnel. Mais ce qu'il l'est, c'est que leur vie secrète va être filmée. Ce film est probablement le seul tourné dans ces conditions. C'est du 16 mm noir et blanc, bien évidemment muet. Il débute par l'arrivée des Juifs dans l'appartement de Dirk Wrijswijk, juste au-dessus de l'Alcazar. Le voici, Dirk, accueillant les premiers arrivants. Ils ne se doutent pas encore qu'ils vont demeurer ici pendant 11 mois. 11 mois de réclusion. Imaginez qu'Anne Frank se soit servi d'une caméra plutôt que d'un crayon. C'est ce qu'elle nous montrerait. Des petits riens, des choses qui font la vie, des choses qui font risquer la mort à ceux qui ont eu le courage de ne pas plier devant les persécuteurs. Ils vont se retrouver à 14 dont Harry Schwab, le producteur de ce film. Harry Schwab s'en souvient, 45 ans plus tard. Je sentais que toutes ces personnes vivaient sous une tension extrême, renforcée par les menaces et les événements extérieurs que la radio nous apprenait. Des Juifs, comme d'autres d'ailleurs, étaient arrachés à leur maison.
Nous vivions une gaieté surfaite, comme des marionnettes. Les gens pleuraient, mais devaient jouer en même temps la comédie. C'était notre tragédie, obligée de nous cacher. Une situation dramatique qu'on a de la peine à décrire. La caméra enregistre tous les instants des longues journées. Préparation des repas rationnés par les tickets d'alimentation. Petite scène de tous les jours où chacun joue son rôle. Jour après jour, sous l'œil complice de l'objectif, les reclus apprennent les premières défaites des armées allemandes. Nous avons conservé ces images, celles pendant lesquelles ils ont confirmation de la victoire des armées soviétiques à Stalingrad. Mais à Amsterdam, la chasse à l'homme s'intensifie, pas seulement la chasse aux juifs. Tous les hommes entre 18 et 35 ans sont requis pour le travail obligatoire en Allemagne ou pour l'Allemagne. Les mauvaises nouvelles, comme les bonnes, vont parvenir jusqu'à l'Alcazar. Ainsi, ce jour-là, Dirk Wrieschwijk annonce à Harry Schwab l'arrestation de son frère. Beaucoup de Juifs ont leur bagage prêt pour la déportation. C'est dire que les chances d'y échapper sont minces. De plus, tous savent désormais que les Allemands ne les emmènent pas chez eux pour travailler, mais pour les exterminer. Les plus âgés, ceux qui savent, le testent aux enfants et font semblant de l'ignorer, se forçant à rire parfois. Exercice d'alerte à l'Alcazar, pour la caméra, mais en grandeur réelle, avec le risque réel que dans la minute, dans une heure, un jour, ce ne soit plus un exercice. D'ailleurs, dans quelques jours, ce ne sera plus un exercice. Ce subterfuge, comme l'exercice d'alerte, ne seront d'aucun secours un jour de mai 43. Les Allemands et leurs miliciens hollandais mettent le paquet. Les portes cèdent sous leurs épaules. Et inéluctablement, un après-midi, ils sonnent à celle de l'Alcazar. Brusquement, on entendit la sonnette. Elle retentit plusieurs fois. Aussitôt, nous passâmes tous à l'action. Hélas, nous n'avons pu éviter l'arrestation de nos 10 camarades. Les 4 autres réussirent à s'enfuir. 2 hommes se dissimulent derrière l'armoire. Le plus jeune derrière le lit et une femme sous les escaliers. À 4 heures de l'après-midi, ils sont revenus une seconde fois. Heureusement, ma femme n'est pas nerveuse. Et pendant que l'ennemi sonnait en bas, elle aménageait la cachette sous l'escalier. Il y avait de la place pour 2. On s'y est entassé à 4 pendant 1 heure. 1 heure et demie peut-être. Il n'y avait pratiquement plus d'air à l'intérieur. Mais ma femme réussit tout de même à rabattre une planche, mettre une poubelle devant et à la recouvrir d'un rideau. Pour se souvenir de ce temps-là, Harry Schwab n'a pas besoin du film. La découverte des cachettes, les arrestations ne sortiront jamais de sa mémoire. 2 des fugitifs ne reviendront pas du camp de concentration de Bergen-Belsen. 2 autres se suicideront. Les 10 autres survivront, dont Dirk et Marie, les patrons de l'Alcazar. Impressionnant document inédit, tourné donc en 1942-1943 par Harry Schwab. C'était à Amsterdam. Et à cette même époque, Mibgis et son mari aidaient la famille Frank à se cacher dans leur maison d'Amsterdam. Mibgis retrouva le journal de la petite juive après sa déportation et sa mort au camp de Bergen-Belsen. Mibgis a décidé de raconter Anne Frank dans ce livre publié aux éditions Kalman Levy. Et le livre commence ainsi, je vais me permettre de vous faire une lecture. Je n'ai rien d'héroïque, je ne suis que le maillon final de la longue, très longue chaîne de braves Hollandais qui ont fait ce que j'ai fait, ou plus, beaucoup plus,
en cette période sombre, terrible, à jamais présente dans le cœur de ceux d'entre nous qui en furent les témoins. Il n'est pas un jour où je ne songe à ce qui s'y passa. Ce matin, pour Antenne 2, Françoise Champet et Jean-François Hoffmann étaient à Amsterdam. Il est à peine 10 heures à Amsterdam ce matin et déjà des dizaines de touristes attendent l'ouverture des portes de la maison d'Anne Frank. 600 000 visiteurs chaque année. Un hommage en forme de recueillement. On vient ici pour voir la cachette que 8 personnes ont occupée pendant près de 2 ans. Une histoire traduite en 55 langues. Le journal d'Anne Frank. Les pensées d'une jeune fille morte en 1945 à l'âge de 16 ans en déportation à Bergen-Belsen. Aujourd'hui, après 40 ans de silence, Miep et son mari racontent. Ils ont caché Anne Frank et les siens jusqu'au jour où la Gestapo est venue les chercher, le 4 août 1944. Le 4 août, un jour revécu tous les ans. Pour nous, ce jour est le plus difficile de l'année. Quand nous nous levons, nous évitons de regarder l'heure. Et puis on se parle le moins possible. Parce que ce jour-là, nous savons exactement, heure par heure, ce qui s'est passé. Et puis vers 5 heures, c'est fini. On est plus calme et la journée peut se poursuivre normalement. Lorsque le journal a été publié, je n'ai pas pu le lire. Je n'y arrivais pas, c'était trop pénible. Mais à la 2e édition, Otto Frank, le père d'Anne, m'a persuadé de le faire. J'ai dit d'accord, mais je ne le lirai que quand je serai seule. Alors je l'ai lu et je reconnais honnêtement que j'ai été soulagée. Il s'en dégageait une telle chaleur. Je pensais qu'en fait ce serait bien pire. En fait, ce qui était bien, c'est que je me suis retrouvée parmi eux. Pendant des années, j'ai ressenti de la haine. Mais j'en suis arrivée à la conclusion que la haine ne mène à rien. La haine est infinie. Elle n'a pas de but. En fait, elle se retourne contre vous-même. Il est important que le monde n'oublie pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu empêcher cette tragédie, la déportation de toute une famille. Elle doit rester un symbole. Nous n'avons qu'à porter notre petite pierre pour que tout reste fixé dans la mémoire des hommes. Nous ne sommes pas des héros. Nous avons seulement fait notre devoir, aider des personnes qui en avaient besoin. Rien de plus. C'était bien sûr un travail dangereux. On le faisait, ou on ne le faisait pas. Nous n'avions pas le choix. Nous l'avons fait, un point c'est tout. Pour achever cette édition spéciale, je dirais simplement qu'il faut relire le journal d'Anne Frank, c'est dans l'édition de poche tout simplement. Et puis ce livre, Miep, elle s'appelait Anne Frank, c'est aux éditions Calman Levy, c'est l'histoire de la femme qui aida la famille Frank à se cacher 1942-1943. Sport, Gérard, on va commencer par une belle surprise pour le Racing. Il se retrouve combien d'années après en finale de championnat de France? 28 ans après. Oh. Hein? Oui, en effet, demi-finale du championnat de France et pour la finale, c'est un phénomène étonnant, le Sud-Ouest est hors jeu. La terre française du rugby, en effet, a été éliminée. Toulon hier, aujourd'hui Toulouse, avec en particulier cet essai du Racing marqué par Guillard après un démarrage de Ménel relayé par Blanc à la dernière minute. Ensuite, les Toulousains, avec une pénalité de Dupuis, vont tenter de réduire le score, voilà, mais ça passe à gauche. C'était la dernière possibilité pour le Toulouse d'égaliser. Le Racing va gagner cette demi-finale 10 points à 9. Joie extraordinaire pour les Bleus et Blancs qui tout au long de la saison ont montré qu'ils savaient jouer au rugby et qu'ils avaient en plus le sens de la fête et de l'humour. 28 ans après donc, le Racing en finale samedi prochain en direct sur Antenne 2 contre Toulon. Ce sera à 20h30 au Parc des Princes.
C'est ta parent de Bordeaux qui était content. Hein. Oui, avec Tafari à côté et un Gérald Martinez qui a battu ses anciens coéquipiers. On passe au cyclisme avec le Tour d'Espagne. Troisième étape aujourd'hui contre la montre, victoire de l'Irlandais Sean Kelly. Il a fait coup double parce qu'en plus il endosse le maillot Amarillo qui, comme chacun sait, est le maillot jaune, c'est ça. Bravo voilà. Claude. Merci beaucoup, je vous en prie. On va parler du tennis. Ce fut, vous m'avez dit, une drôle de semaine. Oui, une semaine en forme de grand échiquier avec échec et mat. Échec au pluriel, car pour beaucoup de stars, ils ne sont pas encore habitués à la terre battue. Becker, Noah Edberg ont été battus. Et puis mat pour Mats Wilander, il est au fond là-bas et il a gagné cet après-midi en battant l'Américain Jimmy Arias en 4-7. Alors bien la partie résumée, la voici. Je lift, tu liftes, il lift, nous liftons, vous liftez, il lift. Et puis Jimmy Arias va faire la faute. Et finalement, il perdra le match, Jimmy Arias, en 4-7 donc, 4-6, 7-5, 6-1, 6-3. Nous allons voir maintenant la balle de match. Il s'agit encore de lift, voilà Arias au filet. L'un des meilleurs coups droits du monde, l'un des élèves de Nick Bollettieri l'américain. Un grand coup droit dans le couloir. Victoire donc de Mats Wilander dans ce tournoi de Monte-Carlo 1987. Ça lui apprendra, il avait qu'à pas lifter. Le football, vous me rappelez que Bordeaux donc, a battu Monaco. Bordeaux se porte bien. C'était un match comptant pour la Coupe de France, 8e de finale match aller, 2-0 hier soir pour Bordeaux avec un extraordinaire but de José Touré. Coupe de France plus Coupe d'Europe pour Bordeaux, c'est bonjour l'infirmerie. Pour Battiston, Tigana et Ferrari, ils sont blessés et ils sont forfaits donc pour France-Islande qui a lieu mercredi prochain. Alors, Olivier est à Valvièvre, là où c'est réuni, c'est ça, l'équipe de France. Olivier, vous êtes avec nous? Henri Michel, José Touré. Et Carmelo Michich, oui, le petit qui nouveau. va fêter sa première sélection en principe mercredi prochain. Alors 3 absents de marque, Battiston, Tigana et Jean-Marc Ferreri qui est reparti tout à l'heure. Qui vous appelez pour les remplacer? Bien, en remplacement de ces 3 garçons, j'ai appelé Jean-François Domergue, Fabrice Poulain et Dominique Bijotta. Alors c'est un match important pour l'équipe de France puisque l'équipe de France reste sur 3 résultats où elle n'a pas marqué de but et un match qui peut relancer l'équipe de France dans le championnat d'Europe des Nations. Je dirais même 4 matchs sans marquer de but et c'est vrai qu'on a envie de renouer avec la victoire et puis il nous paraît important aussi et essentiel de continuer à croire à une qualification même si notre situation est compromise, mais s'il reste une chance nous la jouerons à fond et ça commence à partir de mercredi. Alors, Carmelo Michich, c'est le nouveau joueur de cette équipe de France, l'attaquant de Metz. Alors, tout surpris de se retrouver ici en équipe de France? Oui, j'étais surpris d'avoir été retenu dans les 16. Mais pour moi, c'est un peu une nouvelle aventure pour moi de figurer dans le 16 de l'équipe de France. Vous espérez jouer d'entrée ce match? Je ne sais pas pour l'instant, on verra bien, il annoncera l'équipe mardi. José Touré, en revanche, c'est le grand retour. Vous n'avez pas joué avec l'équipe de France depuis plus d'1 an. Le dernier match était contre la Yougoslavie, un match qualificatif pour la Coupe du Monde au Mexique. Alors, qu'est-ce que ça fait? De revenir? Oui. Ça fait toujours très plaisir, bien entendu. Et je crois que c'était une longue attente et j'ai su être patient pour retrouver à peu près tous mes moyens. Et si je suis sélectionné, c'est peut-être parce que je le méritais ou c'est une sorte de récompense. Et j'en suis très fier. C'est également la fin d'une longue malchance. Si vous voulez vous appeler ça une malchance, j'en sais rien. Pour moi, ça fut une expérience pour ma vie. Et donc, j'y suis en retiré, je dirais pas la quintessence, mais des choses qui étaient positives. Donc, pour moi, ce n'est ni un retour, ni un renouveau, c'est une continuation. Henri Michel, c'est également un match pour l'équipe de France, une occasion de redorer son blason et puis d'offrir un très beau spectacle au public parisien. Oui, en tous les cas, je l'espère, je le souhaite ardemment. Après un début de saison où les résultats n'ont pas été bons, notre manière n'a pas été très bonne. Nous avons eu une bonne réaction saine en RDA qui a été diversement commentée. Alors j'espère qu'à travers ce match contre l'Islande, on puisse retrouver ce qui a fait toute la qualité du football français et de l'équipe de France et qui lui a permis d'obtenir des résultats. Une dernière question, est-ce que Michich a fêté déjà sa sélection? Est-ce qu'il a offert le champagne? Bien, je crois qu'il est venu sans argent parce qu'il a oublié, mais ça ne serait tardé. Très bien, merci messieurs. Très bonne chance, on sera auprès de vous pour ce match France-Islande. On voit peut-être d'autres buts et d'autres matchs. Je veux dire que José n'est pas sourd, hein. C'est vraiment pour nous écouter, il avait mis un petit truc dans l'oreille là. C'est coquet. Alors oui, pour compléter la séquence football, regardez bien messieurs, vous qui êtes en stage à Valbièvre là, les buts venus d'ailleurs, sélectionnés par Francis Maroto, il y en a de superbes, il y a aussi de superbes arrêts de gardiens. Les buts étrangers. En Allemagne, le Bayern en rouge va bien malgré ce premier but de Liefel pour Bochum.
Paradoxe, Nein, Bremer pour le Bayern égalise sur coup franc. Son entraîneur Udo Lattek, heureux, lui accorde la vie sauve. D'autant que 2 minutes plus tard, Lothar Matthäus inscrit le but de la victoire pour le Bayern, finaliste de la Coupe d'Europe, en tête de son championnat. L'autre finaliste, Porto en maillot rayé, il a également emporté 2-1 contre Boavista, premier but, foutré. Deuxième mi-temps et deuxième but de Porto, foutré de la tête. Parenti sur penalty réduit la marque. Italie à Naples, le Napoli en bleu face au Milan AC gagne également 2-1, c'est un abonnement. Premier but, centre de Maradona, tête et but, Carnevali. Et puis le génie de Diego Maradona, regardez. Virdis ramène le score final à 2-1. Enfin Brésil en jaune, Uruguay en version originale. Égalisation de l'Uruguay, talonnade, frappe pied gauche. Pour le tiercé d'aujourd'hui qui marquait les 130 ans de l'hippodrome de Longchamp, voici le résultat 6, 15 et 12. Et les rapports de ce tiercé, si vous voulez bien les voir avec cette arrivée sur l'hippodrome de Longchamp. Donc 6, 15, 12. Dans l'ordre, ça vous donne 5 342 francs 50. Et dans un ordre différent, 1068 francs 50 pour 5 francs. Bon anniversaire à Longchamp. Et pour la météo, vous nous promettez quoi? Du beau temps, il revient. C'est vrai que nous vivons un printemps estival. Alors après une dégradation de quelques jours, le beau temps revient. C'est bien, c'est agréable, mais cela risque de nous poser des problèmes de sécheresse assez rapidement. Alors pourquoi il revient? Eh bien nous allons regarder l'image satellite, tout simplement parce que ces nuages qui ont affecté la moitié nord aujourd'hui vont mourir sur place. Alors demain, après une matinée nuageuse, l'après-midi sera très ensoleillé, vous allez voir la carte partout. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, je n'ai rien à vous montrer si ce n'est du soleil. Les températures avec ce soleil, eh bien, elles remontent évidemment. Et nous irons dans l'après-midi de 18 à 22 degrés sur la moitié nord et de 20 à 25 degrés sur la moitié sud avec un petit 26 même sur Biarritz. Demain, ce sera le lundi 27 avril. 4 minutes de soleil en plus, il se lèvera à 6h40, se couchera à 20h58 et ce sera la fête des Itas. Merci beaucoup. Ce soir, c'est à 23h15 que vous retrouverez Hervé Claude pour le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Et puis demain matin, Télématin à partir de 6h45, 3 grandes journaux, 7h, 7h30, 8h avec Roger Isabelle. Et puis Paul Naon recevra pour les 4 vérités Ibrahim Sous. À demain 20h. Bonsoir. Merci.